Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à ce cours d'immunologie qui va porter sur le complexe majeur d'histocompatibilité, appelé aussi le système HLA. On va voir une petite introduction durant laquelle on va parler de l'historique de la découverte du complexe majeur d'histocompatibilité. On va voir son organisation génétique, la structure des molécules pour lesquelles il code, les cavités peptidiques portées par ces mêmes molécules. Ensuite, on va voir les particularités des gènes HLA et on va finir sur les fonctions des molécules HLA. Alors, premièrement, le complexe majeur d'histocompatibilité est un complexe génétique qui existe chez tous les vertébrés. Il a une organisation génétique d'une espèce à une autre, mais il a la même fonction. Donc, il a été découvert pour la première fois en 1937 par Peter Gorer, qui a découvert ce système d'abord chez la souris et il l'a appelé le système H2. Il a fait cette découverte en observant des rejets de greffe de tumeurs entre deux lignées de souris différentes. Donc, lorsqu'on greffe une tumeur, ou même un tissu sain d'ailleurs, d'une souris appartenant à une lignée à une autre souris d'une lignée différente, on observera un rejet de greffe. Et donc ça, c'était la première découverte, ou l'une des premières découvertes de l'existence d'un système qui identifie le soi. C'est pour ça qu'on l'appelle le complexe majeur d'histocompatibilité. Il détermine la compatibilité entre les tissus. Donc ensuite, en 1952, Jean Dosset a mis en évidence des leucoagglutinines dans le sérum de certains malades polytransfusés et de certaines femmes multipares, donc des femmes qui ont fait plusieurs grossesses. Ces leucoagglutinines correspondaient à des anticorps qui agglutinaient des leucocytes, de la même manière que les hémagglutinines agglutinent les hématies. Donc ça, c'était des molécules dirigées des anticorps dirigés contre des molécules HLA portées par des leucocytes. Plus tard, en 1958, il a identifié les molécules contre lesquelles étaient dirigés ces anticorps. Il a appelé ça le CMH humain ou le système HLA pour Human Leukocyte Antigen, les antigènes leucocytaires humains. Donc, le tout premier anticorps qu'il a mis en évidence, il l'avait appelé l'anticorps MAC, qui correspond à ce qui est connu aujourd'hui sous le nom de l'anticorps anti-HLA-A2. Donc Jean Dosset, justement, a eu le prix Nobel pour cette découverte en 1980, pour la découverte du système HLA. Organisation génétique du complexe HLA. C'est un complexe multigénique composé de plus de 224 gènes, dont seulement 128 sont exprimés, les autres ne le sont pas. Il a une taille d'environ 4000 kilobases, ce qui représente 1/1000 du génome humain. Il est porté sur la région 21.3 du bras court du chromosome 6 et il est subdivisé en 3 zones ou 3 régions. Donc une région qu'on appelle la région HLA de classe 1, une région qu'on appelle région HLA de classe 2, qui, comme leur nom l'indique, code pour les molécules HLA de classe 1. On va le voir plus tard, il existe 2 classes de molécules HLA. Et la deuxième code pour les molécules HLA de classe 2. Alors, entre les deux, on va trouver une région qui est appelée HLA classe 3, mais elle ne code pas pour des molécules HLA de classe 3 parce qu'elles n'existent pas. Elle code pour un ensemble de molécules qui sont impliquées dans le système immunitaire, qu'on va voir par la suite.
Donc la première région, la région HLA de classe 1, code principalement pour les molécules HLA de classe 1, qui sont subdivisées en deux groupes. Nous avons les molécules HLA de classe 1 classiques, qu'on appelle HLA 1A, qui sont les molécules HLA A, B et C. Et elles sont représentées ici en rouge, HLA A, HLA B et HLA C. Et le deuxième groupe, ce sont les molécules HLA classe 1 non classiques, qu'on appelle aussi HLA A1, B. Ce sont les molécules HLA E, F et G. Donc, ici en jaune, HLA E, F et G. Donc ça, ce sont les 6 molécules HLA de classe 1. 3 qui sont classiques, ce sont celles qu'on utilise régulièrement lorsqu'on fait le décompte justement des molécules HLA. Les molécules non classiques, par contre, elles sont différentes. Elles ont la même structure, par contre elles ont un rôle différent et une distribution tissulaire qui est différente. Leur rôle est surtout important dans la tolérance et dans la réponse, dans la régulation de la réponse des lymphocytes NK. La région HLA de classe 2 code, comme son nom l'indique, pour des molécules HLA de classe 2. Alors il s'agit de 3 molécules principalement. Les molécules classiques sont les molécules HLA DR, DQ et DP. Et elles sont codées chacune par 2 gènes, un gène A et un gène B. Alors pour DR, nous avons le gène DRA qui code pour la chaîne alpha de la molécule HLA-DR, puis les gènes au pluriel B, c'est ceux-là. Les gènes DRB qui codent pour les chaînes bêta des molécules HLA-DR. Ensuite, pour DQ, nous avons deux gènes, DQA1 et DQB1 qui codent chacun pour une chaîne alpha et chaîne bêta de la molécule HLA-DQ. Un peu plus loin, nous avons les gènes qui codent pour les molécules HLA-DP. Donc DPA pour la chaîne alpha de la molécule DP et DPB1 pour la chaîne bêta de la molécule DP. Donc, les molécules HLA de classe 2, vous l'aurez compris maintenant, sont composées de deux chaînes, une chaîne alpha et une chaîne bêta. Donc, ça nécessite 2 gènes pour coder pour chacune des 2 chaînes. L'assemblage des 2 chaînes constitue une molécule HLA de classe 2. Alors, pour ce qui est de la classe 2, j'ai dit que chaque molécule est composée de 2 chaînes alpha et bêta, donc elle nécessite 2 gènes, un gène A et un gène B pour qu'elle soit codée. Les locus HLA, DQ et DP sont assez classiques. Ils sont composés chacun de 2 gènes, un A et un B. Le locus HLA DR par contre est un peu particulier, dans le sens où il est composé, comme on l'a vu, par un gène DRA qui code pour les chaînes alpha et plusieurs gènes DRB qui codent pour différentes chaînes bêta. Alors comment il est organisé? En fait, son organisation dépend et diffère d'un individu à un autre. Le locus HLA-DR existe sous plusieurs formes en fonction des individus. Alors, il existe des haplotypes DR, c'est-à-dire un ensemble de gènes sur un même chromosome, ce qu'on appelle haplotype. Il existe des haplotypes DR qui ne sont composés que du gène DRA et du gène DRB1. Et donc, dans ce cas-là, il y aura une seule molécule DR qui sera codée. Comme il existe d'autres haplotypes DR dans lesquels il y a toujours le gène DRA
il y a toujours le gène DRB1, mais il y a un gène supplémentaire qui code pour la chaîne bêta. Donc ça peut être le gène DRB5, DRB3 ou DRB4. Ça, ce sont les 3 gènes qui sont fonctionnels. Les autres gènes qui sont représentés en blanc sont des pseudogènes, donc ils ne sont pas fonctionnels. Donc ça, ce sont les différentes versions des haplotypes qui existent dans l'espèce humaine, des haplotypes DR qui existent dans l'espèce humaine. C'est-à-dire que certains individus ne possèdent qu'un seul gène capable de coder pour une chaîne bêta, le gène DRB1. C'est le cas de l'haplotype DR1, DR10 et de l'haplotype DR8. Comme il existe des individus qui sont capables de coder pour 2 molécules HLA-DR par haplotype parce qu'ils possèdent 2 gènes DRB. Donc DRB1 plus DRB5 ou DRB1 plus DRB3 ou DRB1 plus DRB4. À savoir que ces 3 gènes sont mutuellement exclusifs sur le même haplotype. Donc, conséquence, chaque individu, puisqu'il possède 2 haplotypes DR, un haplotype par chromosome 6, il est capable de coder pour 2, 3 ou 4 molécules HLA-DR. Donc, il est capable de coder pour 1 ou 2 molécules DR par haplotype. Multiplié fois 2, ça va donner 2 à 4 molécules HLA-DR. Et ces haplotypes sont bien sûr transmissibles de façon héréditaire d'une génération à une autre. Les gènes et les molécules HLA. Donc, on va s'intéresser maintenant à la structure des molécules HLA. Les molécules HLA de classe 1 pour commencer. Alors, molécules HLA de classe 1, classiques, mais ça concerne aussi les molécules HLA de classe 1 non classiques. Elles ont la même structure. Alors, elles sont composées d'une chaîne alpha qui est organisée en 3 domaines, alpha 1, alpha 2 et alpha 3, et d'une chaîne bêta 2 microglobuline, une chaîne globulaire qu'on appelle la bêta 2 microglobuline, qui sert à maintenir la structure de la chaîne alpha. Donc, elle va maintenir la structure de la molécule HLA de classe 1. La chaîne alpha, dans ce cas, est une chaîne qui est polymorphe. Ça veut dire que elle peut être codée par plusieurs allèles différents. Et elle est codée par le chromosome 6. Donc c'est une chaîne qui est polymorphe et qui porte le polymorphisme de la molécule entière. La chaîne bêta 2 microglobuline, par contre, est une chaîne qui est monomorphe. Et elle est codée par un gène unique sur le chromosome 15. Donc il n'est pas inclus sur le complexe CMH porté sur le chromosome 6. Si on s'intéresse au gène qui code pour la chaîne alpha, on va voir qu'il est organisé en plusieurs exons, d'accord, 8 pour être exact. Les exons de 1 à 4 codent pour la région, pour la partie plutôt extracellulaire. Ensuite, l'exon 5 va coder pour la partie transmembranaire, qui a pour fonction l'ancrage au niveau de la membrane cytoplasmique, et les exons de 6 à 8 codent pour la région intracytoplasmique. Donc ce qui nous intéresse, c'est les exons qui portent le polymorphisme. Donc on a dit que c'était des molécules qui étaient très polymorphes. Ça veut dire qu'elles peuvent être codées par un nombre très important d'allèles, des allèles différents les uns des autres. Donc bien sûr, ces allèles vont coder pour des molécules qui gardent la même structure, donc en 3 domaines, mais
ces molécules sont faites pour porter des peptides antigéniques différents. Et le peptide antigénique est porté ici, dans ce qu'on appelle la niche peptidique de la molécule HLA. Par conséquent, la région qui doit être variable, c'est la région justement de la niche. Et cette niche peptidique dans les molécules HLA de classe 1 est composée par le domaine alpha 1 et le domaine alpha 2, qui sont codés par l'exon 2 et l'exon 3. Par conséquent, ce sont ces deux exons qui sont les plus polymorphes au niveau du gène HLA classe 1, des gènes au pluriel, des gènes HLA de classe 1. Donc HLA A, HLA B et HLA C. Pour ce qui est des molécules HLA de classe 2, alors les molécules HLA de classe 2, comme on l'a dit tout à l'heure, sont composées de deux chaînes, une chaîne alpha et une chaîne bêta, chacune composée de deux domaines. Donc alpha 1, alpha 2 et bêta 1, bêta 2. Les deux chaînes sont polymorphes, d'accord? Et ici, la niche peptidique est composée par les deux domaines alpha 1 et bêta 1. Donc la niche peptidique se trouve ici et elle est composée par les domaines alpha 1 et bêta 1. Par conséquent, ce sont ces deux domaines qui sont porteurs du plus grand polymorphisme. L'exon 2 pour le gène A et l'exon 2 aussi pour le gène B, bien que la chaîne bêta porte un polymorphisme plus important que la chaîne alpha. Justement, les cavités peptidiques des molécules HLA, on en parle, elles sont différentes en fonction de la classe de molécules HLA. Pour ce qui est des molécules HLA de classe 1, elles sont composées, comme on l'a dit, des domaines alpha 1 et alpha 2. Et elles sont composées sur chacun de ces domaines par 4 brins bêta antiparallèles qu'on appelle A, B, C, D. Alors par exemple, pour la chaîne alpha 1, nous avons des feuillets bêta A, B, C et D, plus une hélice alpha. Ça c'est pour le domaine alpha 1. Pour le domaine alpha 2, même chose, nous avons les feuillets bêta A, B, C, D, plus une hélice alpha. Donc l'association de ces deux domaines va créer une cavité peptidique qui est composée d'un plancher fait de feuillets bêta et de deux côtés fermés, on va dire de deux murs latéraux qui sont représentés par les hélices alpha. Donc c'est ça la niche peptidique qui va porter le peptide antigénique dans les molécules HLA de classe 1. Pour les molécules HLA de classe 2, l'aspect n'est pas très différent, bien que les niches sont différentes, on va le voir. Ici, la niche peptidique est composée par les domaines alpha 1 et bêta 1, donc c'est l'association de deux chaînes polypeptidiques. Et de la même manière, il existe un plancher fait de feuillets bêta et deux côtés latéraux faits de deux hélices alpha. Donc c'est ça la composition de la chaîne de la niche peptidique dans les molécules HLA de classe 1 et HLA de classe 2. Alors bien qu'elles aient l'air assez similaires, il y a une petite différence qui vient du fait que au sein des molécules HLA de classe 1, les niches peptidiques sont formées par deux domaines certes, mais deux domaines qui appartiennent à une seule chaîne polypeptidique. Par contre, pour les molécules HLA de classe 2, les deux domaines appartiennent à deux chaînes polypeptidiques différentes. Du coup, il existe une différence dans l'ouverture
de la niche peptidique. Dans les molécules HLA de classe 1, la niche peptidique a des extrémités qui sont fermées. Donc c'est une niche qui est étroite et elle fixe des peptides d'environ 9 à 10 acides aminés. Donc la taille des peptides antigéniques qu'elle peut fixer est restreinte par l'espace, justement. Pour ce qui est des molécules HLA de classe 2, puisque ces niches sont formées par deux chaînes polypeptidiques différentes, il existe une ouverture au niveau des deux extrémités. Du coup, le peptide antigénique que les molécules HLA de classe 2 peuvent porter peut déborder des deux côtés. Donc sa taille n'est pas limitée. Il peut aller de 12, 15 jusqu'à 25 acides aminés. Ici, la taille n'est pas aussi restreinte que pour les molécules HLA de classe 1. On en arrive aux particularités des gènes HLA. Donc les gènes HLA possèdent certaines particularités, au nombre de 4, qu'on va voir une par une. Premièrement, l'expression codominante. Donc, ce sont bien sûr des gènes qui sont codés en deux versions sur les deux chromosomes 6, mais les allèles qui composent ces gènes sont codominants. Il n'y a pas de dominance entre eux, comme par exemple ce serait le cas pour le système ABO, où l'allèle A ou l'allèle B serait dominant par rapport à l'allèle I. Ici, tous les allèles sont codominants, donc tous les allèles codés seront exprimés à la surface des cellules. Ça va donner un total de, par exemple, à la surface des cellules de l'individu, on aura deux molécules HLA-A, deux molécules HLA-B, deux molécules HLA-C, bien sûr, 2 DQ et 2 DP. Et puis, le cas particulier serait celui de l'HLA-DR. Donc, dans le cas de l'HLA-DR, ça va dépendre du nombre de gènes HLA-DRB que porte l'individu sur ses haplotypes. Donc, s'il porte deux haplotypes contenant chacun un seul gène DRB, ça va donner 2 molécules HLA-DR. S'il porte deux haplotypes, l'un contenant un seul gène DRB et le deuxième contenant 2 gènes DRB, ça va donner 3 molécules HLA-DR. Et bien sûr, si les deux haplotypes qu'il portent chacun ou contiennent chacun 2 gènes DRB, il aura 4 molécules HLA-DR. Donc le total c'est 2 HLA-A, 2 B, 2 C, 2 A4 DR, 2 DQ et 2 DP. Ça, ce sont les conséquences de l'expression codominante. Deuxième particularité des gènes HLA, c'est leur liaison étroite. La liaison étroite vient du fait que les gènes HLA se trouvent étroitement liés sur le chromosome, c'est-à-dire qu'ils se trouvent l'un à côté de l'autre sur le chromosome. Il existe très peu de distance génétique entre ces gènes. Du coup, lorsqu'il y a transmission des haplotypes des parents aux enfants, en général, tous les gènes contenus sur un seul haplotype sont transmis en bloc à l'enfant. Donc les 6 gènes ABC, DR, DQ, DP sont transmis en bloc à l'enfant. Ce qui fait que au sein d'une famille, la diversité génétique est assez limitée. D'accord ? La composition génétique du point de vue HLA, bien sûr, des enfants, statistiquement, elle est prévisible. Donc on aura par exemple, on aura 25% de chances d'avoir un enfant qui porte l'haplotype A, ici on l'a appelé l'haplotype A, l'haplotype A qui a été transmis par le père et l'haplotype C qui a été transmis par la mère. 25% d'avoir un enfant qui porte l'haplotype A du père et l'haplotype D de la mère. 25% de chance d'avoir un enfant qui porte l'haplotype B du père et l'haplotype C de la mère. Vous voyez comment ça se passe.
et 25% de chance d'avoir un enfant qui porte l'haplotype B du père et l'haplotype D de la mère. Donc vous voyez, les génotypes HLA des enfants sont prévisibles du moment où ils reçoivent un haplotype complet de la part de chacun des deux parents. Donc ça, c'est une particularité qui, bien que elle limite la diversité HLA, elle a un avantage, c'est qu'elle va faciliter la recherche d'un donneur en cas de greffe au sein de la même famille. Donc vous le savez, en cas de greffe, la meilleure chance de trouver un donneur 100% compatible, elle est au sein de la même famille et plus précisément au sein de la même fratrie. Donc par exemple, si on prend un enfant 5, représenté ici, et qu'on suppose qu'il ait besoin d'une greffe, alors il aura 25% de chance de trouver un donneur 100% compatible au sein de sa fratrie. Et là, ce sera l'enfant E1. Il aura aussi 50% de chance de trouver un donneur semi-identique, c'est-à-dire identique à 50%, au sein de sa fratrie. Et là, ce sera ces 50% sont représentés par l'enfant E1, ils sont représentés par l'enfant E3 et l'enfant E2, parce qu'ils partagent avec chacun de ces deux enfants un haplotype. Et enfin, il aura 25% de chance d'avoir un donneur qui est complètement incompatible, et ça, ce sera l'enfant E4. Parce qu'ils ne partagent aucun haplotype, donc aucune molécule HLA en commun. Donc ça, c'est la règle générale. Il existe pourtant une petite exception à cette règle. Donc les haplotypes HLA sont très étroitement liés, du coup ils sont transmis en bloc. Par contre, il existe des cas de crossing over. Les crossing over, c'est lorsque un gène passe d'une chromatide à une autre pendant le processus de la méiose. Et ce phénomène est d'autant plus fréquent lorsque les deux gènes entre lesquels se passe le crossing over sont loin l'un de l'autre. Donc vous voyez, comme les gènes HLA sont très près l'un de l'autre, le crossing over a une fréquence qui est très faible. Donc on estime qu'il y a une probabilité de 0,8% qu'il y ait un crossing over entre les locus A et B, et environ 1% de probabilité qu'il existe un crossing over entre les locus B et DR. Cette fréquence, justement, cette probabilité de la survenue d'un crossing over est utilisée en génétique pour mesurer la distance entre les gènes. Et vous voyez que cette distance est très faible. Donc dans le cas où il y a un crossing over, ça nous donne ce qu'on appelle un haplotype recombinant. Un haplotype recombinant, c'est un haplotype qui a été recombiné justement entre deux haplotypes parentaux. Donc exemple, on peut avoir un 6e enfant qui porte l'haplotype D de la mère, mais chez lequel est apparu un nouvel haplotype, l'haplotype E. Donc l'haplotype E porte la molécule A1 et B8 et la molécule DR18. Donc la molécule A1 vient de l'haplotype A du père et les molécules B8 et DR18 viennent de l'haplotype B du père justement. Donc le crossing over s'est réalisé chez le père et il a été réalisé entre les locus A et B. Donc pendant la méiose, il y a eu un petit échange de matériel génétique chez le père. Ça a donné un haplotype recombinant. Mais comme je l'ai dit, ce sont des cas qui sont rares, ils sont de l'ordre de 1% en général. La troisième particularité des gènes HLA est ce qu'on appelle le déséquilibre de liaison. Le déséquilibre de liaison est une conséquence directe de la liaison
étroite entre ces gènes HLA. On appelle déséquilibre de liaison le fait que certains allèles d'un locus soient associés préférentiellement avec des allèles d'un autre locus. Mais cette association est plus fréquente que ne le voudrait le hasard. C'est pour ça qu'on appelle ça un déséquilibre de liaison. C'est-à-dire que plus deux locus sont étroitement liés, plus ils sont proches sur le chromosome, plus les allèles pour lesquels ils codent risquent d'être transmis ensemble. Par exemple, si on prend deux locus qui sont très proches l'un de l'autre, comme le locus B et le locus C, certains allèles B sont très souvent transmis avec des allèles C précis. Même chose pour le locus DR et DQ. Certains allèles DR sont très fréquemment transmis ensemble avec des allèles précis de DR. Alors, ceci donne par exemple des haplotypes entiers qui sont transmis ensemble et qui seraient plus fréquents dans certaines populations que le reste ou que l'ensemble des haplotypes. Donc, bien sûr, ces haplotypes sont variables d'une ethnie à une autre. Ça donne, par exemple, dans la population caucasoïde, un haplotype qui est le plus fréquent dans la population, c'est l'haplotype A1B8DR3, qui représente 4% des haplotypes qu'on retrouve dans la population. Ce qui peut sembler faible, mais en fait c'est très élevé lorsque on considère l'ensemble des haplotypes présents, et possibles surtout. Donc si on venait à calculer par exemple cette probabilité purement mathématiquement, elle serait beaucoup plus faible que 4%. Alors, ce déséquilibre de liaison est d'autant plus fort que les loci sont proches. Je viens de le dire. Par exemple, les loci B et C sont très proches. Ça donne des déséquilibres de liaison tels que B35 et C4. L'allèle B35 et l'allèle C4 sont souvent transmis ensemble et donc souvent, les individus qui possèdent la molécule HLA B35 vont posséder aussi la molécule HLA C4. Bien sûr, ce n'est pas une règle générale, mais ils vont posséder plus fréquemment le C4 qu'une autre molécule C. C'est ça le déséquilibre de liaison. C'est une association plus fréquente que ne le voudrait le simple hasard. Et elle est très forte entre DR et DQ. Alors par exemple, le DQ2 est souvent associé au DR7, DR9 et DR17. Et la molécule DQ4 est souvent associée au DR4, DR8 et DR18. Et ils sont aussi un marqueur utile pour l'anthropologie. Pourquoi ? Parce que les gènes du système HLA étant, ou plutôt tout le système HLA étant un système génétique qui est très diversifié et très polymorphe, il offre à l'anthropologie un marqueur génétique qui est très puissant. Peu de gènes dans le génome humain sont aussi diversifiés que ceux du système HLA. Ça permet par exemple de suivre les migrations des populations à travers l'histoire, etc., de suivre les mélanges des populations aussi. Donc, ils peuvent avoir des applications autres que les applications médicales. Et dernière conséquence de ce déséquilibre de liaison, c'est que ça entraîne une réduction du polymorphisme total. Le polymorphisme HLA théorique qu'on pourrait atteindre est calculable. Donc on va prendre le nombre de locus puissance le nombre d'allèles pour lequel code ce locus. Bref, il y a des méthodes pour calculer ça. Et l'intervention de ce genre de facteurs, de la liaison étroite et du déséquilibre de liaison, fait que le nombre, ou plutôt l'étendue réelle du polymorphisme, est inférieure à celle qu'on pourrait calculer théoriquement. Ce qui
ce qui peut avoir des conséquences sur, par exemple, la variabilité inter-individu qu'on peut obtenir. On sait que cette variabilité, elle est importante dans la mise en place de l'identité tissulaire du tissu. Et elle est importante puisque plus vos molécules HLA sont variables, plus vous serez capable de présenter des antigènes plus variés, plus différents à vos lymphocytes T. Donc plus vous pourrez répondre à une variété plus étendue d'antigènes. Donc c'est un plus. Le déséquilibre de liaison justement entraîne une réduction de ce polymorphisme. Donc ça n'a pas que de mauvaises conséquences, ça a aussi de bonnes conséquences. Ça a de bonnes implications. Ça permet par exemple de trouver un donneur plus facilement en cas de greffe ou de transplantation. Plus le polymorphisme est réduit, plus facile il est de trouver un donneur. Et ça, c'est un cas qui va s'appliquer surtout aux greffes extrafamiliales. Dans l'intrafamilial, on a vu comment ça se passe. Ce sont généralement des compatibilités de l'ordre de 50 ou de 100%. Mais dans l'extrafamilial, le degré de compatibilité est très variable. Alors, la quatrième et dernière particularité des gènes HLA, c'est justement, on vient d'en parler, leur polymorphisme extrême. Alors, la diversité, ce qu'on appelle le polymorphisme, c'est la diversité. La diversité va porter sur plusieurs éléments. Premièrement, le nombre de loci. Alors, on sait qu'il existe 6 séries alléliques, 3 pour les molécules HLA de classe 1 et 3 pour les molécules HLA de classe 2, donc A, B, C et DRDQDP. Et remarquez qu'on parle ici de séries alléliques, on ne parle pas de gènes, parce que A, B, C sont codés par un gène chacun, mais DRDQDP, il existe plusieurs gènes pour DR, plusieurs gènes pour DQ, plusieurs gènes pour DP. Donc on ne va pas dire qu'il existe 6 gènes, mais il existe 6 séries alléliques qui codent pour les 6 principales molécules HLA. Ici, on ne compte même pas les molécules non classiques. Ici, on n'a compté que les molécules classiques. Donc, premièrement, la diversité est causée par le nombre de loci. Deuxièmement, elle est causée par le nombre élevé des formes alléliques portées par chaque locus. Donc, chaque locus peut coder pour un nombre très élevé d'allèles. On ne parle pas de 2-3 allèles, on parle de centaines et dans certains cas de plus de 1000 allèles. Donc c'est de là que vient l'extrême polymorphisme du système HLA. Ensuite, pour les gènes HLA de classe 2, à la diversité des gènes des loci s'ajoute aussi ce qu'on appelle une diversité combinatoire. Parce que ce sont des molécules qui, puisqu'elles sont composées de 2 chaînes, alpha et bêta, et qu'on dispose de 2 gènes pour coder pour chacune de ces 2 molécules. Donc, 2 gènes par exemple portés par l'haplotype paternel et 2 gènes portés par l'haplotype maternel. Souvenez-vous, ce sont des gènes qui sont codominants. Donc, conséquence, si vous possédez 2 gènes qui codent pour la chaîne alpha d'une molécule HLA de classe 2 et 2 gènes qui codent pour la chaîne bêta de cette même molécule, on n'obtient pas 2 molécules HLA de classe 2, mais techniquement on peut obtenir jusqu'à 4 molécules HLA de classe 2. Donc c'est une diversité en plus qui vient de la combinaison des différentes combinaisons entre les chaînes alpha et bêta des molécules HLA de classe 2. Et on appelle ça la diversité combinatoire. Alors ce polymorphisme, on peut l'étudier par plusieurs méthodes. La première méthode qui a été utilisée pour l'étude du polymorphisme justement, c'est la sérologie. Donc
pour définir des spécificités HLA de classe 1 et de classe 2 portées sur les molécules d'un individu, c'est-à-dire pour faire un typage HLA, d'accord? On fait un typage ABO, on fait aussi un typage HLA. Qu'est-ce qu'on fait? Pour cela, on utilise des sérums. Des sérums qui contiennent des anticorps dirigés contre des molécules HLA connues. Donc, par exemple, un sérum contient des anticorps dirigés contre la molécule HLA-A2. Il va nous identifier si les cellules de cet individu portent la molécule HLA-A2. Donc, comment on fait cette mise en évidence? Premièrement, on récolte des cellules de l'individu qu'on veut typer, et en général, on utilise les cellules mononucléées qu'on va séparer à partir d'un prélèvement sanguin, et on les fait réagir avec une batterie d'anticorps dirigés contre des spécificités différentes de molécules HLA. Donc, pas un sérum, une batterie de sérums, une série de sérums. Chacun de ces sérums est dirigé contre une spécificité HLA connue. Et puis, on révèle la réaction en utilisant le complément. Alors, on ajoute le complément à cette réaction. Le rôle du complément ici sera de révéler si oui ou non il y a eu réaction. Donc, si l'anticorps se fixe sur sa cible, il va pouvoir activer le complément par la voie classique, et le complément, logiquement, il va lyser la cellule. Donc, après réaction, on fait une lecture sous microscope, et à l'aide de certains colorants vitaux, on peut identifier si les cellules sont toujours vivantes ou mortes, si elles sont vivantes ou si elles ont été lysées par le complément. Ça va nous dire si oui ou non il y a eu réaction, si la réaction est positive ou négative. Et donc c'est comme ça qu'on détermine si les cellules d'un individu portent telle ou telle molécule HLA. Cette méthode est appelée la microlymphocytotoxicité complément dépendante, en abréviation LCT, et elle a été développée par notamment Terasaki. Donc les premiers allo-anticorps, c'est-à-dire les anticorps qui réagissent contre des molécules du HLA humain, mais des molécules non SOA, ont été obtenus à partir d'individus immunisés. Le plus souvent, c'est des femmes multipares. Puis, on a commencé à utiliser des anticorps monoclonaux. Donc, ces anticorps justement qui sont utilisés dans la LCT peuvent reconnaître différentes choses. Ils peuvent reconnaître ce qu'on appelle des épitopes privés, correspondant au segment polymorphe spécifique d'un antigène. Un épitope privé, c'est un épitope qu'on ne retrouve qu'à la surface d'une molécule précise. Par exemple, un épitope privé de A3 va reconnaître seulement la molécule HLA-A3. Un épitope privé porté sur DR4 va reconnaître seulement la molécule DR4. Ces anticorps peuvent aussi reconnaître ce qu'on appelle des épitopes publics. Ce sont des épitopes portés sur les molécules HLA, mais qui sont partagés par un nombre assez large de molécules HLA. Par exemple, nous avons l'épitope public BW4 et l'épitope public BW6 qui sont portés par pratiquement toutes les molécules HLA-B. Une partie, pratiquement la moitié des molécules HLA-B portent l'épitope BW4 et la deuxième partie porte l'épitope BW6, à savoir que ce sont des épitopes qui sont mutuellement exclusifs sur les molécules HLA-B. On peut même les retrouver sur certaines spécificités HLA-A. Donc ça c'est le deuxième type d'anticorps. Le troisième type d'anticorps, c'est des anticorps qui reconnaissent des splits sérologiques.
Qu'est-ce qu'on appelle split sérologique? Alors, les splits sérologiques, c'était des spécificités telles que le A9, qui étaient considérées comme des épitopes privés. Alors, à l'aide d'un antisérum qui reconnaissait cet épitope précis, on a défini une molécule qu'on a appelée la molécule HLA-A9. Plus tard, on s'est rendu compte qu'en fait, cet épitope, ou plutôt cet anticorps, ne reconnaît pas une seule molécule, il reconnaît deux molécules qui portent le même épitope. Et donc, la spécificité A9 a été divisée en deux spécificités, A23 et A24. Alors, cette division, ce split en anglais c'est division, c'est ce qu'on appelle les splits sérologiques. Le split A29 contient les deux spécificités A23 et A24. Donc il n'en existe pas beaucoup dans la nomenclature des molécules HLA, mais il existe comme ça des spécificités qui ont été subdivisées par la suite. Et enfin, certaines spécificités peuvent partager des séquences d'acides aminés et on les regroupe sous le nom de groupe de réactions croisées. On appelle ça les CREG. C'est-à-dire que certaines spécificités HLA qui ne sont pas directement reliées, comme j'en ai parlé par exemple pour le BW4 et BW6, ça ce sont toutes les molécules B. Pour le A23, A24, c'est spécifique à ce split sérologique. Mais il existe d'autres molécules HLA qui ne sont pas directement reliées et pourtant, il existe des sérums qui vont réagir de façon par réaction croisée sur un certain groupe de molécules HLA. Et ce groupe est dénommé groupe de réactivité croisée. Par exemple, le groupe de réactivité croisée A1, le CREG A1, contient la molécule A1, A3, A11 et A36. Et ils contiennent trois épitopes partagés différents. Un épitope partagé entre A1, A3, A11, un autre épitope partagé entre A1 et A11 et un autre épitope partagé par A1 et A3. Donc, comme vous le voyez, l'interprétation des méthodes sérologiques peut être compliquée parce qu'il faut maîtriser les différents niveaux de réactions croisées qui apparaissent entre les différentes molécules HLA. Et pourtant, c'est la méthode qui a permis de mettre en évidence les toutes premières molécules HLA et un nombre assez important de molécules HLA. Donc, le polymorphisme HLA qui a été mis en évidence par la sérologie ressemble à ça. On a identifié une vingtaine de spécificités pour le locus A, une vingtaine de spécificités HLA-A, jusqu'à 46 spécificités B, 10 spécificités C, 18 spécificités DR et 9 spécificités DQ. Donc ce qui n'est pas négligeable. Une centaine de spécificités sérologiques ont été mises en évidence par la méthode sérologique. Mais on est passé plus tard à autre chose, on est passé à la biologie moléculaire. Donc la biologie moléculaire, au lieu d'aller étudier les molécules qui se trouvent à la surface de la cellule, va étudier l'allèle porté par le gène au niveau de l'ADN. Donc au lieu de s'intéresser à la molécule, à la protéine, on va s'intéresser à l'allèle. Donc pour ça, on va utiliser des techniques basées sur la PCR, la Polymerase Chain Reaction. Et il en existe plusieurs. Alors bien sûr, premièrement, il faut d'abord réaliser une extraction de l'ADN de l'individu atypé. Donc on fait une extraction d'ADN. Et sur cet ADN, on va réaliser différents types de PCR. Chacune de ces PCR agit légèrement différemment, mais
le principe de base d'une PCR, c'est que c'est une méthode qui est utilisée pour amplifier un fragment génique. Donc on prend un fragment de l'ADN qu'on choisit et qu'on délimite par ce qu'on appelle des amorces et on va amplifier ce fragment. Alors par exemple, pour ce qui est de la PCR SSO, PCR Sequence Specific Probes, c'est-à-dire O c'est pour oligoprobes, c'est-à-dire c'est une PCR dans laquelle on utilise des sondes oligonucléotidiques qui sont spécifiques d'une séquence précise pour pouvoir identifier un allèle HLA précis. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va amplifier toute la région génique porteuse du polymorphisme qui nous intéresse et on l'a vu pour les molécules HLA de classe 1. La région qui porte le polymorphisme, c'est les deux exons 2 et exon 3. Et pour la classe 2, ce sont l'exon 2 sur le gène A et le gène B. Mais en fait, on type sur l'exon 2 du gène B. Il est plus polymorphe que le deuxième. Et identifier le B, automatiquement nous donne le A parce que la liaison étroite entre les gènes HLA de classe de A et B, par exemple si on prend DQA et DQB, ils sont pratiquement collés. Il suffit d'identifier le B qui est le plus polymorphe pour savoir qu'est-ce qu'on a sur le A. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, on amplifie la région porteuse du polymorphisme. Ensuite, on utilise des sondes oligonucléotidiques qui sont composées d'une séquence d'acides nucléotidiques, justement, qui est complémentaire d'une séquence précise qu'on va retrouver sur l'allèle qu'on cherche. Donc, on met en évidence l'hybridation de cette sonde sur le fragment génique qu'on a amplifié. Si cette hybridation est réalisée, c'est un résultat positif. S'il y a échec d'hybridation, c'est un résultat qui est négatif. C'est comme ça qu'on identifie si tel allèle ou non est présent dans le génome d'un individu. Alors ça, c'est la PCR SSO. Pour la PCR SSP, c'est la PCR Sequence Specific Primers, c'est-à-dire dans laquelle on utilise des primers, des amorces qui sont spécifiques d'une séquence. Alors dans ce type de PCR, ce sont les amorces qu'on utilise qui sont spécifiques de l'allèle. On ne va pas amplifier tout l'exon 2 et 3, on va amplifier seulement des séquences qu'on sait appartenir à un allèle précis. Donc on va utiliser justement des amorces spécifiques de ces allèles. Et bien sûr, on va réaliser cette opération sur plusieurs couples d'amorces. S'il y a amplification, ça veut dire que cet ADN porte l'allèle qu'on cherche. S'il n'y a pas d'amplification, ça veut dire que cet ADN, l'ADN de cet individu, ne contient pas l'allèle qu'on cherche. Donc, sur tout un panel de primers, on va pouvoir déterminer tout le typage d'un individu. Et enfin, la dernière technique qui est rarement utilisée, la PCR SBT, c'est une PCR, c'est plus un séquençage de l'ADN qu'un PCR. Donc dans ce type de PCR, on va faire ressortir toute la séquence génétique des locus HLA. Et en comparant ces séquences à une base de données, on va pouvoir déterminer directement de quels allèles il s'agit. Et c'est comme ça qu'on va typer l'individu. Donc c'est un séquençage. La PCR SBT est un séquençage. Donc la principale conséquence du passage du typage par sérologie au typage par biologie moléculaire, c'est l'augmentation très importante de la variabilité des spécificités HLA.
Donc le polymorphisme HLA, qui était déjà très important au niveau antigénique, devient beaucoup plus important au niveau génique. Alors voilà le tableau qu'on avait vu tout à l'heure, qui représentait les spécificités HLA vues par la méthode sérologique. Et voilà ce qu'il devient lorsqu'il est vu par biologie moléculaire. Donc chacune des spécificités HLA qu'on a vues tout à l'heure, par exemple le A2, la molécule HLA-A2, on se rend compte qu'en fait, elle peut être codée par plus d'une centaine d'allèles. Donc déjà, on a multiplié le polymorphisme par 100. 100 allèles supplémentaires rien que pour la molécule A2. Et elle fait partie des molécules qui portent le plus grand nombre d'allèles. Même chose par exemple pour B15. B15 peut être codé par plus d'une centaine d'allèles, qui portent de petites différences entre eux, mais qui codent pour principalement la même molécule, presque la même molécule. DR11, d'accord, etc. Donc ce polymorphisme, au cours des années, comme on peut le voir par exemple ici, de 1987 jusqu'à 2020, le nombre de molécules HLA ou de spécificités HLA n'a cessé d'augmenter. Et il a augmenté de façon de plus en plus importante avec le temps. Donc on en arrive, par exemple, ce qui est en vert ici, c'est les allèles HLA de classe 1 et en noir, les allèles HLA de classe 2. On en arrive jusqu'à 20 000 allèles pour la classe 1. Et ces listes qui sont établies sont régulièrement mises à jour. On découvre toujours de plus en plus d'allèles HLA. Donc, vu le nombre très important d'allèles qu'on doit connaître et qu'on doit différencier, il a été important, à partir du moment où on a introduit surtout à partir du moment où on a introduit le typage par biologie moléculaire, c'est là où le nombre de spécificités HLA a explosé. Il a fallu établir une nomenclature HLA qui permette de bien distinguer les molécules et les allèles. Donc auparavant, lorsqu'on utilisait la méthode sérologique, on nommait les spécificités HLA comme ça. Donc A, pour dire qu'il s'agit d'une molécule HLA-A, et 2, un nombre. On attribuait un nombre aux molécules. Donc par exemple A2, B7, CW4. CW4, ça c'est HLA-C4. La molécule CW4, c'est la molécule HLA-C4. Le W qu'on ajoutait ici, il était ajouté pour éviter certaines confusions qui peuvent survenir entre les molécules HLA-C et les fractions du complément. Parce que lorsqu'on écrit C4, on ne sait pas s'il s'agit de la molécule HLA-C4 ou de la fraction du complément C4. Donc la lettre W était utilisée pour les molécules HLA-C. Même chose pour la classe 2, donc DR4, DQ5, etc. Rien d'exceptionnel. Ensuite, lorsqu'on est passé à la biologie moléculaire, il a fallu introduire quelques règles de syntaxe de l'écriture des allèles. Donc, premièrement, il fallait écrire le locus. Donc, on va écrire HLA-A. C'est le locus A. Ensuite, on va mettre un astérisque pour dire que c'est une spécificité qui a été mise en évidence par biologie moléculaire. Ça indique que c'est une spécificité mise en évidence par biologie moléculaire. Et parfois, il existe des différences entre la biologie moléculaire et la sérologie. Et enfin, le nombre qui est attribué à la spécificité est écrit sur 2 digits. Donc 2 digits lorsque c'est possible, et c'est possible pour la plupart
des locus. Certains locus, pour certaines spécificités, demandent 3 digits lorsqu'il y a plus de 100 spécificités. On va voir que ça n'existe pas pour les molécules, mais ça existe pour les allèles. Donc par exemple, A étoile 02, B étoile 07, et là il s'agit des mêmes molécules. CW étoile 04, c'est la molécule CW4. Ensuite, pour les classes 2, il y a une petite différence. On ne va pas écrire DR étoile 04. J'ai dit que ça représente le locus, donc le gène. Et puisque dans les classes 2, en type sur la base de la chaîne bêta, c'est le gène B qu'on va suivre dans les classes 2. Et le principal gène B qui est utilisé dans le typage, c'est le gène, dans le typage des molécules DR, c'est le gène DRB1. Alors ça va donner DRB1 04 qui correspond à la molécule DR4. DQB1 étoile 05, etc. Donc ça, cette nomenclature correspond à ces molécules. Donc jusqu'ici, on parle seulement des molécules, du produit protéique du gène. Il s'agit des mêmes molécules. Si on passe au niveau allélique, là on va ajouter 2 points et l'allèle codé sur 2 digits et parfois 3. Donc par exemple, le premier allèle identifié qui code pour la molécule A2 est noté A étoile 02 2.01. Le reste, ça fera 02, 03, 04, etc. Même chose pour le reste des locus, des loci, pardon. Pour le locus C, vous l'avez remarqué, on a très vite abandonné le W, parce qu'à partir du moment où on utilise cette nomenclature qui est spécifique à la biologie moléculaire, là il n'y a plus de confusion possible entre les molécules HLAC et les fragments du complément. Donc on a abandonné l'usage du W. Donc pour récapituler, la nomenclature par biologie moléculaire est faite comme ça. Premièrement, nous avons la lettre qui correspond au gène étudié. Ensuite, l'astérisque indique qu'il s'agit d'un typage réalisé par biologie moléculaire. Ensuite, les 2 premiers digits, les 2 premiers chiffres indiquent le motif générique qui correspond à la molécule HLA apportée à la surface de la cellule. Donc ce motif générique peut être mis en évidence soit par sérologie, soit par biologie moléculaire. Ensuite, nous avons 2 points comme séparateurs. Le 3e et le 4e digit correspondent, eux, au motif allélique. Donc, ça correspond à l'allèle. Et l'allèle, il ne peut être mis en évidence que par biologie moléculaire. Passé les 2 digits, on est passé dans le domaine de la biologie moléculaire. Donc, un typage sur 4 digits correspond à l'allèle. En général, on s'arrête ici. On s'arrête à 4 digits. Mais si on veut aller plus loin, donc 5e et 6e digit correspond à des subdivisions alléliques qu'on retrouve au niveau des régions codantes. Donc ça va donner des petites différences de séquence, des petites mutations silencieuses qui ne se répercutent pas sur la protéine qui est produite. Ça donne exactement la même protéine. C'est pour ça que ce sont des mutations silencieuses. Un peu plus loin, le 7e et le 8e digit correspondent à des petites différences qu'on retrouve au niveau des régions non codantes. Et enfin, on peut retrouver des lettres à la fin des noms des allèles HLA. L, par exemple, correspond à low expression, donc expression qui est faible expression de cet allèle. On peut trouver parfois N pour nul,
Un allèle nul, c'est un allèle qui n'est pas exprimé, etc. Donc, pour récapituler, on utilise en général une définition générique qui est basse. On utilise la définition générique qui correspond aux 2 premiers digits. D'accord? On utilise ça pour la greffe et la greffe d'organes et aussi la greffe de cellules souches lorsque le donneur est apparenté. C'est suffisant de typer sur 2 digits. On a besoin du typage sur 4 digits lorsqu'il s'agit par exemple de greffe de cellules souches hématopoïétiques, donc de greffe de moelle osseuse, à partir d'un donneur non apparenté. Parce que lorsqu'ils sont apparentés, s'ils ont le même typage sur 2 digits, ils auront le même typage sur 4 digits. Mais lorsqu'ils ne sont pas apparentés, on est obligé de faire un typage sur 4 digits pour avoir la meilleure compatibilité. Donc en général, en médecine, on a besoin de 4 digits maximum. Le reste, c'est pour la recherche. Fonction des molécules HLA. Alors, les molécules HLA jouent plusieurs rôles, qu'on va voir un par un. Premièrement, la sélection thymique. Alors, vous l'avez vu, lorsque vous avez vu le cours du lymphocyte T, les thymocytes au niveau du thymus subissent ce qu'on appelle l'éducation thymique. Cette éducation est réalisée en 2 étapes, qu'on appelle les sélections. Nous avons la sélection positive, qui garantit la restriction par les molécules HLA du soi. Et nous avons la sélection négative dans une 2e étape qui garantit la tolérance des antigènes du soi. C'est-à-dire, elle va garantir que les lymphocytes T qui sortent du thymus ne vont pas réagir contre des antigènes du soi. C'est l'élimination des lymphocytes T autoréactifs. Donc, cette éducation thymique, justement, ne pourrait pas être possible sans la présence des molécules HLA. Parce que lors des deux étapes, les molécules HLA portées par les cellules épithéliales thymiques et par les cellules dendritiques qui sont présentes au niveau du thymus sont essentielles. Elles sont essentielles à la sélection positive, la restriction CMH. Elles sont essentielles à la sélection négative, l'élimination des clones autoréactifs. Dans les 2 cas, le thymocyte va interagir avec des molécules HLA classe 1 et des molécules HLA de classe 2. Donc ça, c'est le premier rôle. Le 2e rôle, il est un peu plus évident, c'est la réponse immunitaire adaptative. Donc, pour que un lymphocyte T réponde contre un antigène, il faut que cet antigène lui soit présenté par des molécules HLA. Les lymphocytes TCD4 vont reconnaître des peptides antigéniques portés par des molécules CMH de classe 2 et les lymphocytes TCD8 vont reconnaître des peptides antigéniques portés par des molécules HLA de classe 1. Donc, cette fonction de présentation est essentielle à l'activation des lymphocytes T et à l'établissement des réponses immunitaires adaptatives. Les molécules HLA jouent aussi une fonction de restriction de la réponse et d'orientation. La source du peptide, le trajet intracellulaire du peptide avant l'association aux molécules HLA, ainsi que le type de lymphocyte auquel ce peptide sera présenté, seront influencés par la molécule HLA considérée. Alors, par exemple, les peptides endogènes sont présentés par les molécules HLA de classe 1. Endogènes, c'est-à-dire qui se trouvent à l'intérieur de la cellule. Ce sont les peptides intracellulaires. Les peptides exogènes, ou les protéines, les antigènes exogènes, sont présentés à la surface HLA des molécules HLA de classe
2. Et puis il existe une présentation qu'on appelle la présentation croisée qui permet de présenter des peptides d'origine exogène sur les molécules HLA de classe 1. Les voies maintenant qu'empruntent les peptides antigéniques, il y a la voie du réticulum endoplasmique qui va orienter les peptides antigéniques pour qu'ils soient présentés sur les molécules HLA de classe 1 et par conséquent activer des lymphocytes T CD8, ce dont on a besoin lorsqu'on doit répondre contre un antigène intracellulaire. On a besoin de réponses cellulaires cytotoxiques faites de lymphocytes T CD8. La deuxième voie, c'est la voie du phagolysosome. C'est la voie qu'empruntent les antigènes qui ont été phagocytés, donc les antigènes exogènes. Et ils vont être présentés par les molécules HLA de classe 2. Les molécules HLA de classe 2 activent des lymphocytes T CD4 qui sont essentiels pour l'établissement d'une réponse immunitaire humorale, surtout que la plupart des antigènes peptidiques, pour ne pas dire tous, sont des antigènes thymodépendants. Ils ont besoin de l'intervention du lymphocyte T pour produire une réponse humorale efficace. Il ne suffit pas seulement d'activer le lymphocyte B. Alors, le troisième rôle joué par les molécules HLA, c'est l'immunosurveillance des lymphocytes NK. Donc, comme vous le savez, les lymphocytes NK, leur activité est régulée par un équilibre des signaux qu'ils reçoivent par leur récepteur activateur ou leur récepteur inhibiteur. Il y a plusieurs types de signaux qui vont activer les récepteurs activateurs, qui vont activer l'activité cytotoxique des lymphocytes NK pour détruire la cellule cible. Mais pour ce qui est des signaux inhibiteurs, le principal ligand des récepteurs inhibiteurs des lymphocytes NK, ce sont les molécules HLA de classe 1. Ce sont les principaux ligands des récepteurs inhibiteurs. Donc la principale molécule qui va inhiber la cytotoxicité NK, c'est les molécules HLA. Donc un lymphocyte NK qui patrouille, c'est pour ça qu'on appelle ça la surveillance, qui patrouille d'une cellule à une autre, va tester ces deux types de récepteurs. Les récepteurs activateurs pour voir si la cellule est en détresse. En général, les ligands des récepteurs activateurs ne sont exprimés que si la cellule est en détresse, si elle est infectée, si elle est sénescente, etc. Si elle a subi une transformation tumorale. Donc ça, c'est ce qui active les récepteurs activateurs. Ce qui active les récepteurs inhibiteurs, c'est les molécules HLA classe 1 du SOA. Donc un lymphocyte NK, lorsqu'il patrouille, qu'il retrouve une cellule du SOA, une cellule autologue donc, dès qu'il retrouve une molécule HLA de classe 1 à la surface de cette cellule, son activité cytotoxique sera inhibée. Donc il va passer aux autres cellules. La quatrième fonction des molécules HLA, c'est une fonction qu'on connaît, ou plutôt que vous connaissez probablement. C'est la première fonction pour laquelle les molécules HLA ont été découvertes, c'est la greffe, leur fonction dans la greffe d'organes et de moelle osseuse. Alors elle joue un rôle très important dans l'histocompatibilité. Elle détermine l'histocompatibilité, la compatibilité tissulaire entre un donneur et un receveur. Elle est utilisée dans les greffes du tissu ainsi que dans les transplantations d'organes. Et en fonction du type de greffe, il y a des greffes qui sont plus ou moins immunoexigeantes. Certaines greffes sont plus immunoexigeantes que d'autres, c'est-à-dire elles déterminent un degré d'histocompatibilité plus important que d'autres et il y a un risque de rejet plus important que d'autres types de greffes.
Alors, dans les greffes les moins immunologiquement exigeantes, nous avons la greffe de la cornée et la greffe de tout ce qui est os et cartilage. Ça ne demande pas de compatibilité HLA. Ensuite, nous avons la greffe du cœur et la greffe du foie qui sont peu exigeantes. Et l'une des greffes les plus exigeantes, c'est la greffe du rein. Et enfin, la greffe la plus exigeante, logiquement, c'est la greffe de moelle osseuse. Elle est très exigeante, elle demande une compatibilité de 100% et elle est préférentiellement réalisée en greffe intrafamiliale. Donc, comme on l'a vu, le polymorphisme HLA fait qu'il est très difficile de retrouver un donneur HLA 100% identique en dehors du cercle familial. C'est possible, mais c'est extrêmement rare et ça repose sur l'utilisation de registres de donneurs au niveau international même, pas seulement national. Par exemple, il existe les deux plus grands registres qui existent sont le registre américain ou nord-américain et le registre européen, dans lequel sont inscrits des donneurs de tout le continent européen. C'est très difficile de trouver un donneur de moelle osseuse en dehors du cercle familial. Alors, l'une des dernières fonctions des molécules HLA, c'est leur utilisation dans, par exemple, le diagnostic de certaines maladies, notamment des maladies auto-immunes. On appelle ça l'association HLA et maladie. De quoi il s'agit? Alors, ce sont des associations entre certains antigènes HLA et certaines maladies ou certaines susceptibilités médicamenteuses. Alors, elles dénotent d'une susceptibilité génétique. Ça veut dire que ce n'est pas la présence de cette molécule HLA qui va causer la maladie ou qui va causer la susceptibilité à une réponse négative à un médicament, mais c'est plutôt une signature génétique. Cet individu portant cette molécule HLA a plus de risques de répondre négativement à une thérapie ou a plus de risques de développer une certaine maladie. Exemple. Alors l'association HLA maladie la plus forte, on va dire, c'est l'association entre HLA DQ2/DQ8 et la maladie cœliaque. On sait que pratiquement 99% des malades cœliaques, des malades qui ont la maladie cœliaque, possèdent soit la molécule HLA-DQ2, soit la molécule HLA-DQ8. Ça ne veut pas dire que tous les individus qui ont la molécule HLA-DQ2 ou DQ8 ont la maladie cœliaque, mais ça veut dire que tous les malades cœliaques ont soit la molécule DQ2, soit la molécule DQ8. Et souvent, ce sont aussi des homozygotes. On retrouve des homozygotes DQ2, par exemple, qui sont cœliaques. Alors, il existe plusieurs explications pour cette association. L'une des explications les plus probantes, c'est que, par exemple, la molécule DQ2, de par sa structure, est mieux adaptée à la présentation de l'auto-antigène qui va causer la réponse immunitaire à l'origine de la maladie cœliaque. Donc ça, c'est l'une des explications qui ont été avancées. Mais ce sont des explications qui ne s'appliquent pas à toutes les associations HLA et maladies. La deuxième association la plus connue, c'est par exemple la molécule HLA-B27 qui est associée à la spondylarthrite ankylosante ainsi qu'à beaucoup de spondylarthropathies, un groupe de maladies qu'on appelle les spondylarthropathies. Alors, bien sûr, je l'ai dit, la molécule HLA-B27 ne cause pas la SPA, la spondylarthrite ankylosante, mais elle est retrouvée avec une fréquence plus élevée chez les malades porteurs d'une SPA que chez la population générale. D'ailleurs, c'est une molécule qui est fréquente dans la population générale.
Elle ne cause pas la maladie, mais elle est beaucoup plus fréquente chez les malades porteurs d'une SPA que dans la population générale. C'est ça qu'on appelle une association entre une molécule et une maladie, par exemple. Nous avons aussi l'association HLA-B51-B52, qui sont deux molécules qui appartenaient au split sérologique B5. C'est une association qui existe avec la maladie de B7, qui est une vascularite. C'est une maladie auto-inflammatoire. Et enfin, pour citer un exemple de susceptibilité médicamenteuse, nous avons l'association entre l'HLA-B57 et une hypersensibilité à l'abacavir, qui est un traitement utilisé par exemple dans l'HIV, qui est un antirétroviral, un inhibiteur de la rétrotranscriptase. Et on a observé que les individus porteurs de la molécule HLA-B57 peuvent développer une hypersensibilité à l'utilisation de ce médicament. Alors la fréquence n'est pas très élevée. Si mes souvenirs sont bons, il s'agit peut-être de 4% de mauvaises réponses, mais c'était suffisant pour introduire la recherche de la molécule B57 avant l'utilisation de ce traitement. Alors c'est tout pour le cours du système HLA. J'espère que c'était clair et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.